Ce chapitre est d'après moi littéralement l'un des meilleurs chapitres du manga, car nous avons enfin la véritable nature de Perceval révélée au grand jour. Ne vous inquiétez pas, j'en parle. Yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien, car perso ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la revue du chapitre 116 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, le garçon de la prophétie, un chapitre qui nous en apprend beaucoup sur les événements passés avec la troupe de Schwartz. Nous avons aussi la véritable nature de Percy révélée, ce qui nous prouve possiblement que ce grand être dont parlait Super Mini Percy ou Bounceval au chapitre 112 n'est possiblement pas le chaos, mais pourrait quand même d'une manière ou d'une autre être lié au chaos. Et enfin j'ai une ou deux possibles théories sur ce qui effraie le Behemoth. Ne vous inquiétez pas, j'en parle au cours de cette vidéo. Ce chapitre, tout comme cette vidéo, est divisé en deux parties. Donc, si la première partie ne vous intéresse pas des masses, vous pourrez passer à la seconde partie qui est, d'après moi, la plus intéressante. Il y a des timecodes tout au long de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous référer à ces timecodes pour avancer comme bon vous semble. Mais bon, avant de commencer la revue de ce chapitre, je dois d'abord vous parler de la couverture du volume 13. Nous montrons les couleurs officielles des chevaliers chaotiques. Et étonnamment, ils ont tous des armures de couleur or ou doré. Ce qui nous montre possiblement la différence qu'il y a entre les autres chevaliers chaotiques et les 4 périls. Car à la différence des chevaliers chaotiques, si je puis le dire, normaux, qui ont des armures de couleur or ou doré, les 4 périls ont, je présume, des armures de couleur et ont des titres spécifiques à eux, comme par exemple Ironside, le chevalier rouge, ou encore Pelgard, le chevalier noir. Cette couverture nous prouve donc en quelque sorte que Pelgard fait aussi partie des 4 périls, même si nous l'avons probablement supposé lorsque nous avons eu la mention d'Ironside, le chevalier rouge, comme faisant partie de ce groupe d'élite. Nous n'avons jamais eu la confirmation officielle qu'il faisait vraiment partie de ce groupe. Cette page cover du volume 13 nous prouve donc en quelque sorte qu'il en fait vraiment partie. Mais concernant les différences de force qu'ils devraient tous avoir, je vais vous en parler après la revue de ce chapitre. Nous avons aussi la page couleur énoncée dans le chapitre précédent, là où nous voyons une gouverne avec des yeux bleus. Perso, je kiffais plus le vert. Nous avons sur cette même page, ces derniers, je présume, faisant face au chevalier chaotique et aussi Bounceval sur l'autre côté de la page. Ce que en soi, j'ai énormément kiffé. N'hésitez pas à me donner vos avis sur cette page cover du chapitre 116 et sur celle du volume 13 en commentaire. Mais trêve de bavardage. Parlons maintenant du chapitre 113 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Le chapitre s'ouvre avec nos héros essayant de faire remonter les autres sur le Behemoth et se demandant comment pouvaient-ils survivre à l'extérieur de l'Albion avec tous ces miasmes environnants autour d'eux. Ils remarqueront que l'énergie négative du Behemoth ou les miasmes démoniaques maintenaient leur distance d'eux. Chiotte supposera que c'était probablement dû au saint manteau de Tristan. Mais comme nous pouvons le remarquer, ce n'était pas du tout le saint manteau, car cette technique est plus que faible face à l'énergie négative du Behemoth. Tristan leur dira catégoriquement que ce n'était pas lui, mais la magie de Perceval qui maintenait les miasmes loin d'eux, ce qui étonnera Percy et compagnie. Tristan supposera que c'était probablement la raison pour laquelle Zedris leur avait dit qu'ils avaient de la chance car Percy était avec eux. Il demandera donc à Percy qui était-il en réalité. Mais bon, lui-même n'en savait rien. Mais arrêtons-nous un peu par là. Parlons des quelques conneries que je vous ai énoncées en ce qui concerne les Albions. En fait, le fait avec les Albions ayant pour particularité de repousser les miasmes démoniaques était des conneries. Ce n'était pas l'Albion mais Percy qui repoussait les miasmes dans le chapitre 114. Les miasmes démoniaques maintenaient en quelque sorte leur distance de Percy et non de l'Albion. Donc l'Albion est juste une arme conçue pour la guerre et n'a pas de particularité unique ou quoi que ce soit d'autre. Je vous ai raconté des conneries dans la revue du chapitre 114. Et aussi concernant le pourquoi Percy peut repousser les miasmes, je vais y revenir. J'ai aussi bien aimé le fait que ce soit Tristan qui demande à Percy qui est-il en réalité, car je présume que Tristan, depuis que Percy a montré son mode désespoir, a arrêté d'imaginer que ce dernier était vraiment un humain, surtout avec cette langue bizarre qu'il utilisait pour s'exprimer. Donc le fait que ce soit Tristan qui le lui demande était d'après moi une bonne idée de la part de Nakaba. Nous avons ensuite Lancelot leur disant que s'il voulait le savoir, il y avait probablement Bounceval qui le savait. Ce nom de Super Mini Percy a bien été adopté par le groupe car Lancelot aussi l'appelle Bounceval.
Bounsival. Donc, le fait que je l'appelle Bounsival dans le chapitre précédent n'était pas des conneries. Après les mots de Lancelot, Bounsival apparaîtra et leur dira qu'il le savait, mais qu'ils allaient en parler après s'être débarrassés de ces chiens qui ont flairé leur piste. Nous avons Mortlache étonné de voir que ce n'était pas l'Albion mais Perceval qui selon eux est le plus faible des chevaliers prophétiques qui repoussait ces miasmes. Ils se demanderont donc si ce dernier était vraiment le chevalier prophétique le plus faible. Mais ce qui est sûr, c'est que ces derniers n'ont pas l'avantage géographique. Géographiquement, ils sont dans la mouise. Tomintoul essaiera de recréer un nouveau Saint-Manteau, mais ça ne pourra rien faire. Ce sera direct détruit par les miasmes, car le pouvoir négatif du Behemoth était encore plus puissant à cause des miasmes démoniaques. Et donc, ces derniers seront là à souffrir à cause des miasmes et à demander pardon au roi Arthur, car ils ne vont pas pouvoir accomplir leur mission. Ils demanderont donc la clémence de leur roi. Tristan s'étonnera de voir que l'un de leurs ennemis était en fait une déesse. Il se demandera ce qu'il faisait à Camelot. J'allais oublier de le souligner, mais je pense qu'en fait, l'énergie négative du Behemoth pourrait simplement être les miasmes démoniaques avec une concentration plus importante. Je le dis car, comme nous l'avons vu, l'énergie négative du Behemoth maintient ses distances de Perceval. Si les miasmes étaient différents de l'énergie négative du Behemoth, alors pourquoi n'attaque-t-il pas Perceval et compagnie? Si Percy peut repousser l'énergie négative du Behemoth en prenant en compte que ce ne soit pas les miasmes, alors pourquoi les miasmes maintiennent-ils aussi leur distance de Percy? Je pense donc avec ce fait que l'énergie négative du Behemoth et les miasmes démoniaques sont une seule et même chose. Et donc, les miasmes sont négatifs lorsqu'ils sont en grande quantité, avec même les démons ayant des difficultés à vivre en présence de tous ces miasmes. Et ils sont positifs lorsqu'ils sont de quantité faible, avec bien sûr le Behemoth endormi. Donc, même si Percy et compagnie étaient entrés dans le royaume démoniaque sans le saint manteau de Tristan, rien ne leur serait arrivé car Percy était près d'eux. Mais bon, au moins maintenant, ces derniers le savent. Et aussi, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler du pourquoi les miasmes maintiennent-ils leur distance de Percy un peu plus tard. Nous avons ces derniers étonnés de voir les chevaliers chaotiques en péril, avec une âne refusant une victoire comme celle-ci, car ça ferait d'eux des lâches, puisqu'elle a un esprit chevaleresque de la tête aux pieds. Elle voulait les combattre et les battre à la loyale. Chiotte la fera un peu revenir sur terre ou à la raison, car en suivant sa règle d'or, le pire des scénarios dans cette situation, c'est le fait de les laisser mourir sans interférer davantage dans le combat avec eux qui était le pire des scénarios possibles. Et donc, s'ils peuvent gagner ainsi, alors ainsi soit-il. C'est un scénario favorable pour eux, bien évidemment. Même moi, je suis d'accord avec ce que dit Chiotte. S'ils peuvent ne pas avoir à se battre et juste voir leurs ennemis périr sous leurs yeux, alors à quoi bon combattre si ça implique qui plus est possiblement des pertes de leur côté aussi. Donc le raisonnement de Chiotte dans cette situation n'est pas trop tiré par les cheveux d'après moi. Mais que pensez-vous de ce raisonnement de la part de Chiotte? N'hésitez pas à me faire part de vos avis et autres là-dessus en commentaire bien évidemment. Et si vous êtes comme Isolt et moi, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire car Isolt aussi pense que le raisonnement de Chiotte est le meilleur raisonnement dans ce cas de figure. En fait, même si je suis du côté du raisonnement de Chiotte, en me souvenant que mon souhait le plus cher dans ce manga, c'est de voir Chiotte mourir ou périr, et bah, je suis un peu stagnant à ce sujet. Ou tout simplement, je suis mitigé. Je veux que cet affrontement se fasse et ne se fasse pas. Mais dans tous les cas, la décision finale revient aux trois chefs présents du groupe. S'ils décident d'y aller, ils iront. Sinon, ils resteront là à attendre que leurs ennemis périssent. C'est à Perceval, Lancelot et Tristan de décider de la marche à suivre. En fait, il y a un fait assez dérangeant concernant Lancelot d'après moi. Et ce fait me fait penser que Lancelot peut possiblement résister au miasme ou à l'énergie négative du Behemoth. Je le dis car, comme nous le savons, ce dernier connaît l'histoire complète des Seven Deadly Sins. Il connaît donc l'histoire avec les miasmes démoniaques. Mais au tout début, lorsqu'ils voulaient tous allier dans le royaume démoniaque, si je ne me trompe, ce dernier était le premier à dire sans peur ni rien du tout d'autre d'y aller, car il s'en fichait. Ce qui serait peut-être un argument assez minime, je vous l'accorde. Mais là, dans ce chapitre, lorsque nous avons eu ces derniers parlant des miasmes et autres, lui ne semblait rien dire et leur observait juste débattre en leur suggérant à la fin que Bounsival avait probablement des infos sur ce que pourrait être Percy. Et donc si ce fait s'avère être vrai, pour expliquer cela, je pense que ça a probablement été cette dimension étrange qui a endurci son corps au point qu'il puisse maintenant survivre sans trop de difficultés dans des royaumes différents des humains, comme le royaume démoniaque avec les miasmes. Mais au vu des arguments que nous avons, je ne peux pas complètement affirmer ce fait. Mais qu'en pensez-vous? Êtes-vous du même avis que moi ou pas? Si j'ai omis de citer un autre argument allant dans le sens de cette mini-théorie ou allant contre la théorie, n'hésitez pas à m'en faire part
en commentaire, ça m'intéresse de ouf. Pour pouvoir se sortir de ce pétrin, Mortlash utilisera la dernière carte sur leur manche. Il utilisera un artefact qui gardait enfermé la troupe de Schwartz et aussi Govan. Mais avant d'aller plus loin, je dois m'arrêter par là. En fait, je pense que là, nous avons possiblement enfin l'artefact chaotique qui permet possiblement aux chevaliers du royaume éternel de capturer d'autres races hormis les humains. J'ai eu cette supposition à cause des mots qu'utilise Mortlash avant d'utiliser cet artefact. Il dira juste qu'ils n'avaient pas le choix et qu'ils devront tout miser sur cette dernière carte en leur possession. Il dira même que c'était un pari très risqué et donc là, il vient possiblement de perdre des sbires qu'ils auraient pu avoir à Camelot après un lavage de cerveau bien fait. Sinon, pourquoi ont-ils capturé la troupe de Schwartz au lieu de les tuer? Govan, ça se comprend, elle est la nièce du roi Arthur. Mais pourquoi la troupe de Schwartz? C'est le fait qu'ils aient été capturés qui m'a fait penser à cela. Et donc, c'est possiblement à travers cet artefact chaotique que ces derniers peuvent possiblement faire passer les races non humaines à Camelot. Mais une contre-supposition à cela voudrait tout simplement que Mortlash ait dit que c'était un pari risqué car Govan, la nièce de leur roi, pouvait mourir à cause de cette action, avec bien sûr les miasmes autour. Et donc, même si Arthur ne semble pas s'inquiéter pour elle, il y a son père adoptif ou ses grands-parents qui ont de l'inquiétude la concernant. Pour ceux qui penseraient que ce n'était pas le cas, pourquoi Mortlash ne l'a-t-elle pas tuée pour tout simplement défaire la prophétie leur concernant? Pourquoi a-t-il choisi de la garder avec eux en soulignant le fait qu'elle soit la nièce du roi Arthur Pendragon? Avec ces différents faits, je pense perso que Mortlash a dit que c'était la dernière carte sur leur manche à cause du fait que Govan, la nièce du roi Arthur, puisse mourir. Mais ça ne démolit pas pour autant la théorie concernant le fait que cet artefact leur permette de ramener des non-humains à Camelot. Car comme nous le savons, ils ont aussi capturé la troupe de Schwartz au lieu de les tuer. Mais si vous avez d'autres suppositions là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Après avoir sorti la troupe de Schwartz et Govan, nous avons ces derniers étonnés de les voir ainsi. Surtout de voir que Govan était avec l'ennemi et qui plus est capturé bien évidemment. En les voyant, Perceval, avec sa prononciation légendaire des noms, des choses ou des gens, appellera tout simplement Schwartz Schubart. Ce qui fut grandement hilarant. Je tiens juste à vous rappeler que ça c'est dans la version japonaise. Peut-être qu'ils changeront le nom dans la version française ou anglaise. Mais en japonais c'est Schubart. Nous avons donc la troupe de Schwartz en pleurs. Ce qui fut aussi hilarant d'après moi bien évidemment. Disons bien sûr qu'ils se sont fourrés dans la merde. Car ils ne s'attendaient pas à avoir une déesse avec eux. Qui plus est, une déesse assez douée, n'étant même pas au niveau d'un caporal suppléant divin, mais bel et bien au niveau des 4 archanges. Avant de continuer, je dois un peu vous parler de ce fait avec la puissance de Tomintoul. En fait, sa puissance n'est pas très claire. Nous pouvons affirmer qu'il a la puissance des 4 archanges. Et de quel archange? Je le dis car Sarmiel et Tarmiel n'ont pas la même puissance que Maël ou Ludociel. Si je considère le niveau des archanges par rapport à ceux de Tarmiel et Sarmiel, alors ce dernier ne serait pas trop puissant d'après moi. Et donc, même les apôtres chaotiques Mélaspula ou Galande seraient plus puissants que lui. Ou encore, Mélagalande serait largement plus puissant que lui. Si c'est vraiment le cas, alors même Tristan démoniaque pourrait facilement lui faire face. Et aussi, en me souvenant que Tristan en mode angélique a pu résister à Mélaspula, mais n'a pas pu résister à Schwartz. Avec un Schwartz n'ayant rien pu faire face à Tomintoul, et je pense que nous devons prendre le niveau archange par rapport à Maël ou Ludociel. Car s'il était au niveau de Sarmiel ou Tarmiel, alors il n'aurait pas battu Schwartz et sa troupe aussi facilement. Et donc, avec le fait que ce dernier ait au moins une puissance possiblement équivalente à Maël ou Ludociel, il serait donc extrêmement puissant et dangereux, ce qui rendrait cohérent le fait qu'il ait battu sans trop de difficulté la troupe de Schwartz. N'hésitez pas à me faire part de vos suppositions et autres là-dessus en commentaire, ça m'intéresse de ouf. Pensez-vous que Tomintoul a la puissance de Maël et Ludociel ou bien de Sarmiel et Tarmiel? Perso, je suis plus du côté de la puissance de Ludociel et Maël. Et si ce dernier est vraiment Nanashi, ça rendrait encore plus cohérent le fait que ce dernier ait plus ou moins la puissance de Maël ou Ludociel. J'espère que vous avez au moins pu comprendre ce que je voulais vous énoncer à travers cette petite explication du niveau de puissance de Tomintoul. Mais revenons un peu dans le chapitre. Mortlash mal en point aura donc Govan sur les mains et demandera à nos héros s'ils allaient maintenant laisser leurs compagnons et aussi ses démons mourir avec eux. Govan, mal en point bien évidemment à cause des miasmes démoniaques, leur dira qu'il n'avait pas besoin d'écouter ce que disait Mortlash car elle s'est fourrée dans ce pétrin d'elle-même et elle voulait endosser seule ce fardeau. Il pouvait donc leur laisser mourir
elles, les démons et les chevaliers chaotiques, et continuer leur chemin. Les chevaliers chaotiques seront étonnés en écoutant bien évidemment la résolution de cette dernière. Cette mort allait sans doute être la mort la plus digne de cet arc. Ils donnent tous bien sûr leurs avis en étant mal en point à cause des miasmes démoniaques. Déjà le fait avec Govan n'étant pas passé du côté ennemi ne me dérange pas en soi, car ça confirme quand même l'une de mes nombreuses théories que je vous avais énoncées bien évidemment la concernant. Même si j'étais du côté de la théorie concernant le fait qu'elle soit une traîtresse, le fait de la voir du bon côté confirme au moins bien sûr l'une de mes nombreuses suppositions la concernant. Donc juste pour cela, abonnez-vous, likez, partagez, tout ça ça fait toujours plaisir bien évidemment. Mais auriez-vous voulu la voir du côté ennemi ou du côté des gentils? Perso, ça ne me dérange pas qu'elle soit du côté des gentils, mais si ça vous dérange, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, c'est bon pour le référencement. Nous avons donc cette dernière disant à Mortlash que comme il le voit, son plan n'a pas du tout fonctionné, car selon elle, elle n'est même pas une camarade, encore moins une amie. Elle n'était en fin de compte qu'une étrangère à leurs yeux. Mais direct, sur la page suivante, nous avons une case juste incroyable. D'après moi, j'ai kiffé la case. Nous avons bien évidemment dans cette case ces derniers sautant vers leurs ennemis pour sauver cette dernière, ce qui étonnera bien évidemment Govan et lui fera en quelque sorte de notre côté plaisir. Et donc les autres suivront leurs dirigeants comme l'avait souligné Naizien. Comme nous aurons pu le remarquer, sur cette petite case, Shiot n'est pas du même avis qu'eux, mais vu que Tristan a décidé d'y aller, il leur suivra quand même. Avec cela, les miasmes maintiendront donc leur distance des deux camps. Ce fait nous montre juste que la relation entre Govan et les autres n'était pas du tout comme je le pensais. C'était peut-être comme ça aux yeux de Govan, mais pas aux yeux de ses compagnons, hormis Shiot. Lui, c'est juste Tristan qui l'intéresse. Mortlash soulignera le fait qu'il ait gagné son pari, avec bien sûr une Govan leur engueulant un peu car c'était insensé de faire cela. Mais bon, Perceval lui dira tout simplement qu'au départ, personne ne se connaissait dans ce groupe, mais ils ont pu tisser des liens de par leur parcours et donc même si elle ne le savait pas, elle aussi, ayant été avec eux, a pu créer ces mêmes liens sans le savoir. Il ajoutera donc qu'elle aussi était leur amie. Je me demande s'ils ont pu créer ces mêmes liens avec Shiot, car lui, à part son obsession pour Tristan, je ne sais plus qui d'autre pourrait-il bien aimer. Nous avons une case juste magnifique, la montrant si je puis dire émue après les mots de Percy. Tristan la rappellera du fait qu'il ait dû la forcer pour qu'elle l'accompagne à Lyonesse. Et donc, si elle leur lâchait maintenant, si elle mourait, alors ça n'aurait servi à rien de le faire. Lancelot la rappellera de sa promesse de pudding de l'arc ou Anak pour qu'elle utilise l'annihilation absolue. Elle leur traitera de groupe naïf, mais bon, les mots qu'ils ont énoncés l'ont quand même fait plaisir. J'ai énormément kiffé cette petite séquence avec ces derniers montrant enfin à Govan qu'elle était déjà leur amie et pas juste une étrangère. Et aussi, à titre de rappel, tout ce que je vous ai énoncé sur leur relation avec Govan était vrai du côté de Govan et Shiot. Pour les autres, c'était complètement faux. Perceval dira à Rosebong qu'il ne pouvait pas non plus la laisser périr car il l'avait sauvé la vie une fois. Et elle avait aussi quelque chose qui lui appartient. Il fait bien évidemment référence à la pièce du cercle des ténèbres éternelles détenue par elle. Rosebong sera étonné d'écouter ces mots de la part de Percy et ses compagnons voudront savoir si ce que Percy disait était vrai. Mais bon, tout cela sera stoppé par Mortlash qui est dans une case juste sombre. Ouais, la case est visuellement sombre. Il dira donc dans cette case visuellement sombre que même si Perceval des 4 chevaliers prophétiques était un garçon bon, admiratif, tout ça, chacun d'entre eux devait en premier lieu protéger quelque chose de grandement cher à leur cœur. Et pour le faire, ils sont prêts à utiliser n'importe quel stratagème pour arrêter les chevaliers prophétiques. Même s'ils sont perçus comme des lâches, ça ne leur dérange pas du tout. J'ai bien aimé ce dialogue de la part de Mortlash qui nous prouve que même si ces derniers admirent Percy de par l'acte qu'il vient de faire pour eux, ce qu'a fait Arthur pour eux est bien plus grand que ce que Percy a fait pour eux bien évidemment. Et aussi dans tous les cas, d'après le petit dialogue de Percy à Rosebong, même si Govan ou les démons n'avaient pas été capturés, il aurait quand même sauté pour pouvoir sauver cette dernière Rosebong bien évidemment. J'ai énormément kiffé toute cette partie ou cette séquence car ça nous a permis de faire le point sur ce que pense Percy et compagnie de leur relation avec Govan. Nous voyons bien sûr que le Saint-Manteau ne peut rien faire face à tous ces miasmes et aussi ce que je vous avais énoncé dans la revue précédente concernant le fait que Bracla soit toujours dans l'Albion était faux. C'était juste une petite erreur de la part de Nakaba car nous voyons bien dans les cases de ce chapitre les concernant, ils sont au nombre de 7. Et aussi, il y a un truc assez étrange que j'ai remarqué concernant Glenesque car nous voyons sur la page avec tous les chevaliers chaotiques qu'il ou elle porte une cape
de couleur noire, bien évidemment. En noir et blanc, c'est noir. Un peu comme Mortlash et Tommy Tool. Si on suit la théorie que je vous avais énoncée concernant le fait avec ses capes, alors ce dernier devrait normalement être assez puissant. Et après tous ces dialogues de Mortlash envers Percy, devons-nous vraiment avoir un combat Mortlash-Percy? Je n'y crois pas vraiment, mais bon, je vais y revenir. Je vais vous parler des possibles changements des duels de cet arc en incluant possiblement Lancelot. Après vous avoir parlé de cette seconde partie du chapitre, tout comme de cette vidéo. Donc, passons maintenant à la seconde partie de ce chapitre. Je peux clairement dire que c'est la meilleure partie ou la partie la plus intéressante de ce chapitre, tout comme de cette vidéo, mais évidemment, excusez-moi. Et c'est aussi ce qui m'a fait dire que ce chapitre est l'un des meilleurs chapitres du manga. Mais trêve de bavardage, parlons-en. Nous avons la même voix entendue par Percy dans le chapitre précédent, essayant de reprendre contact avec lui. En résonance à cette voix, Percy sera envoyé dans un monde ténébreux, un monde littéralement noir, ou visuellement noir, avec une voix demandant de l'aide. Percy se demandera où avait-il bien pu atterrir car il n'y avait plus personne autour de lui. Il était donc seul et avait peur. Bountival apparaîtra et éclairera sa lanterne en lui disant qu'il était dans leur monde à eux. Et le propriétaire de cette voie l'a appelé dans ce monde. Et comme je vous l'ai énoncé, en résonance à cette voix, il a été attiré dans ce monde étrange. Perceval se demandera qui lui parlait depuis tout ce temps. Et alors Bountival lui montrera un truc énorme, sans forme, semblant trembler de terreur. Et nous apprenons ensuite que ce truc sans forme était en réalité la véritable forme du Behemoth, la bête de destruction massive sévissant dans le royaume démoniaque. Et aussi le Behemoth tremble et a peur à cause des anormalités qui attaquent le royaume démoniaque. Percy sera étonné d'apprendre que la créature sans forme devant lui était en réalité la véritable forme du Behemoth. Nous apprenons ensuite que le Behemoth était aussi l'un de leurs frères, à Percy et à Bountival. Percy sera un peu perdu avec toute cette histoire de fratrie, bien évidemment. Mais je me demande s'ils ont aussi des sœurs, je veux le savoir plus tard. Et pour éclairer la lanterne de Percy, Bountival lui dira qu'ils étaient à l'origine une existence sans forme ni individualité. Une existence qui apportait la vie et la mort à tous les royaumes existants. Percy lui demandera qui était-il en réalité. Et alors, dans une case juste magnifique de Percy, Bountival lui dira qu'il était en fait l'esprit de la vie. Déjà, avant de plonger dans les explications, sachez que l'esprit de la vie dont parle Bountival n'est pas juste Percy et Bountival, mais est bel et bien cet être qui a jadis existé, qui n'avait pas de forme ni d'individualité. C'est en fait l'être supérieur dont parlait Bountival. Donc cet être inclut Perceval, Bountival, le Behemoth et peut-être aussi d'autres créatures que nous pourrons voir apparaître dans un futur très lointain. Déjà de base, ce fait avec Percy nous prouve peut-être qu'il n'est pas humain et aussi Percy n'est pas la résurrection d'un être ou je sais pas quoi d'autre vu dans Nanatsu. C'est juste que cet esprit de la vie s'est divisé en différents fragments comme le Behemoth, Bountival, Percy et peut-être bien d'autres. Percy fait donc partie de l'esprit de la vie. C'est un fragment de cet esprit. En fait, ce fait me fait poser la question du pourquoi l'esprit de la vie s'est-il divisé. Je vais probablement vous faire une vidéo vous expliquant mieux ce fait. Et aussi, pour ceux qui comprendraient mal ce fait avec Percy et le Behemoth, en fait, les pouvoirs de Percy ne proviennent pas du Behemoth. Leurs deux pouvoirs sont des fragments d'un pouvoir encore plus grand, de l'esprit de la vie. Et pour essayer d'apporter une explication à ce que pourrait être l'esprit de la vie, comme l'a dit Bountival, il pouvait manipuler la vie et la mort. Ce qui veut juste dire que c'est probablement un concept qui est né suite à la création des différentes créatures et être créé par le chaos originel. C'est une existence à part qui est née pour apporter l'équilibre dans tous les mondes en apportant la mort et la vie. Je pourrais en quelque sorte l'appeler l'ordre. Car s'il existe le chaos, alors pourquoi l'ordre n'existerait-il pas? Ce n'est pas le chaos qui l'a créé. Il s'est créé pour équilibrer les choses en ce qui concerne les créations du chaos. Car s'il n'était pas là, alors il n'y aurait jamais eu de vie ou de mort. Donc c'est en quelque sorte grâce à lui que le chaos a pu créer la vie. Je me demande si l'esprit de vie n'est ni bonne ni mauvaise. Pour ceux qui pourraient aussi se le demander, cette existence n'est pas supérieure au chaos. Car sans le chaos, il n'aurait jamais été créé. Et sans cette existence, le chaos n'aurait jamais pu créer la vie. Donc si vous avez bien compris mon point de vue concernant cet être supérieur, en fait en insufflant la vie dans ses créations, le chaos a en quelque sorte créé l'esprit de la vie qui peut manipuler la vie et la mort. Le Behemoth, Percy et possiblement Bountival peuvent faire la même chose, mais pas à la même échelle que l'esprit de la vie. Et Percy possède, je présume, une plus grande quantité de ce pouvoir ou juste un plus grand fragment de ce pouvoir, car comme nous avons pu le voir dans le chapitre 112, avec l'apparition de Bountival, il considérait Percy comme étant son grand frère, même si dans la version française ou anglaise ça n'a pas été précisé. En fait, dans la version japonaise, lorsqu'il est apparu pour la première fois, il a bien énoncé que Percy était son grand frère et était bien plus fort que lui, ce qui suggère donc que Percy a un plus grand fragment comparé à Bountival. Et aussi Bountival ne dépend pas de Percy ou de l'espoir qu'on peut fournir à ce dernier. C'est une existence individuelle à Percy résultant
auparavant d'une même existence, connu sous le nom d'esprit de la vie ou de vie. Et aussi, là, comme nous pouvons le voir, Percy a pu acquérir une forme tandis que n'ont pas de forme. Je parle de Bountival et du Behemoth. Pour ceux qui croiraient que Bountival a une forme, eh ben sachez que c'est faux, car il a, à la différence du Behemoth, juste pris la forme de Percy pour pouvoir communiquer avec eux, les humains bien évidemment. Sinon, il allait probablement ressembler à ce truc énorme devant Percy. Peut-être qu'il aurait été plus petit, je ne sais pas putain. En me basant sur ces propos, je peux clairement supposer que nous allons finir par avoir le Behemoth prenant possiblement la même forme que Percy pour pouvoir communiquer avec le monde réel, possiblement en plus grand bien évidemment. Je me demande aussi qui de Percy et du Behemoth possède une plus grande quantité de fragments de l'esprit de la vie, car comme nous le savons, le Behemoth a pu s'opposer au roi démon, avec ce dernier n'ayant pas pu lui vaincre, mais juste endormi. Si Percy a une plus grande quantité de fragments de l'esprit de vie, alors ça suggérerait qu'il aurait un pouvoir encore plus grand que celui du Behemoth et même plus grand que celui de l'ancien roi démon sans pour autant le savoir, ce qui rendrait juste les niveaux de puissance dans cette suite abusés, car ça suggérerait que les autres membres du Quatuor devront avoir plus ou moins une puissance équivalente à Percy et donc au roi démon ou à la divinité suprême. Mais ça serait encore plus cohérent si nous prenons en compte le fait que ces derniers devront à l'avenir non pas sceller mais bel et bien battre un être qui possède le pouvoir qui a créé le roi démon, la divinité suprême, l'arbre sacré et même les humains et les autres trucs putain. Ouais, ça rendrait cohérent le fait qu'ils doivent lui battre. Et donc les niveaux de puissance finaux des membres du Quatuor seront possiblement équivalents à celles des divinités. Mais bon, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos avis et autres sur cette petite suggestion de ma part en commentaire bien évidemment, ça m'intéresse de ouf. J'allais oublier de le mentionner, mais Percy n'est pas affecté par les miasmes ou les miasmes gardent leur distance de Percy car il est de la même nature que le Behemoth. Voilà l'explication la plus simple qui soit concernant ce fait. Mais si vous trouvez d'autres explications, je sais pas comment, n'hésitez pas à me faire part en commentaire. Et aussi, le fait que cet esprit de vie soit capable d'apporter la vie et la mort, comme le souligne Bountival, à tous les royaumes ou les mondes, signifie d'après moi que le concept de vie et de mort se trouve partout. Même si les êtres de certains royaumes ont une durée de vie juste immense, comme les déesses, il existe et existera toujours le concept de vie et de mort, même chez eux. Donc, même au royaume éternel, ce concept pourrait exister. Mais comme nous le savons, le royaume éternel est un royaume, comme son nom l'indique, éternel, capable de réaliser vos rêves les plus fous, sans trop de difficultés. Et donc, la vie et la mort n'existent probablement pas là-bas. Et c'est possiblement, d'après moi, la raison pour laquelle l'esprit de vie s'est divisé en différents fragments capables d'interagir avec tous les mondes existants. Il a donc pris la forme de Percy, du Behemoth et de Bountival et encore bien évidemment d'autres pour pouvoir possiblement tout remettre dans l'ordre en propageant la vie et la mort partout. Car comme je l'ai supposé, c'est d'après moi un pouvoir qui apporte l'ordre. Et donc le fait d'avoir le concept ne s'appliquant pas dans le royaume éternel est en soi un truc grandement dérangeant pour ce concept. Donc Percy est là juste pour pouvoir propager la mort et la vie dans ce royaume, car c'est un fragment de l'esprit de la vie. Le problème avec cela est le fait que le Behemoth est résidé dans le royaume démoniaque depuis des lustres, mais peut-être aussi que je vous raconte des conneries, mais bon, c'est quand même intéressant d'après moi de vous sous-entendre ce fait. Et aussi, je ferai prochainement une vidéo plus complète vous parlant en détail de ce fait avec l'esprit de vie et les autres bails. J'essaierai d'apporter une cohérence au fait que le Behemoth réside dans le royaume démoniaque depuis des lustres. Mais bon, j'entamerai sous peu l'écriture de cette vidéo. J'essaierai de vite finir l'écriture de la vidéo, putain. Je peux aussi supposer que cette langue étrange avec laquelle Bountival s'exprimait et Percy en mode désespoir s'exprimait vient de ce monde dans lequel se trouve Percy. C'est probablement ce langage que ces derniers utilisent pour communiquer. Donc Bountival essayait de communiquer avec Percy avec cette langue pour lui rappeler de celui qu'il était à l'origine. Et ce que je croyais être le subconscient de Percy lorsque Bountival lui donnait des directives n'était pas vraiment son subconscient, mais simplement Percy dans ce monde étrange. Je me demande si d'autres personnes peuvent vivre ou même s'introduire dans leur monde. Et aussi, est-ce que la vie et la mort s'appliquent aussi dans ce monde? Car comme l'a souligné Bountival, cet esprit propageait la vie et la mort dans tous les royaumes ou mondes. On s'en fout putain. Mais est-ce que ça s'applique aussi chez eux dans leur monde? Perso, je n'y crois pas vraiment. J'espère que nous aurons des réponses à ces questions à l'avenir. Parlons maintenant de la crainte du Behemoth. Car comme nous l'avons su grâce à Bountival, le Behemoth a peur des anormalités que subit le royaume démoniaque. Déjà de base, ce qui me vient à l'esprit, c'est juste le portail vers Camelot qui s'est créé sur son dos. Ce qui en soi serait énormément cohérent. Et aussi une autre théorie sur laquelle j'ai pensé qui pourrait
peut-être, et je dis bien peut-être, un minimum expliquer ce fait serait l'arrivée des chevaliers chaotiques dans le royaume démoniaque. Mais perso, je n'y crois pas vraiment, car au vu de la puissance du Behemoth par rapport aux chevaliers chaotiques, ça m'étonnerait que ce soit le cas. C'est d'après moi dû à la création de cette porte vers Camelot, car Arthur ne connaît probablement pas l'existence. Peut-être est-ce le chaos originel qui l'a créé sans pour autant qu'Arthur ne soit au courant de cette création. Je le dis car, comme nous le savons, les chevaliers chaotiques veulent détruire cette porte. Et donc, si c'était vraiment leur roi qui l'avait créé, alors à quoi servirait le fait de vouloir le détruire? Et aussi, pourquoi ne connaîtrait-il même pas l'existence de cette porte? C'est donc, d'après moi, le chaos qui a créé tout cela. Ou encore, cela pourrait être la prêtresse du chaos, la dame du lac qui a créé cela à l'insu d'Arthur. Ce fait nous prouverait déjà que cette dernière ne veut en aucun cas le bien d'Arthur et qu'elle fait tout ce qu'elle fait dans un but précis méconnu de tous. Mais bon, c'est juste des suppositions dues à la mention de la peur du Behemoth qui est due à un événement anormal produit dans le royaume démoniaque. À part le bail avec le portail vers Camelot sur son dos, je ne trouve rien d'autre d'après les infos que nous avons actuellement dans le manga. Si vous avez d'autres suppositions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ça m'intéresse de ouf. Je pense aussi que ce soi-disant esprit de vie explique pourquoi les esprits élémentaires de Shiot ont réagi au pouvoir de Percy de cette manière, car ils sont aussi appelés les esprits de leurs éléments, feu, terre, eau et vent. L'esprit de vie est probablement le cinquième esprit élémentaire et le plus puissant. Dans la philosophie grecque, il est connu sous le nom de cinquième élément de l'esprit ou esprit élémentaire, un peu comme la vie ou quintessence qui signifie en latin cinquième élément. Ouais, donc c'est à cause de ce qu'est Percy que les esprits élémentaires de Shiot ont eu peur en lui voyant putain. Et enfin, le fait avec la véritable nature de Percy comme étant en lien avec la mort et étant le chevalier de la mort nous montre peut-être que nous aurons possiblement les autres aussi étant liés à leur calamité. Pour Percy, c'est quasiment sa nature, un fragment de l'esprit de la vie capable de manipuler la vie et la mort. Pour Lancelot, ça pourrait s'expliquer de par le fait qu'il soit allé dans cette dimension étrange et donc cette dimension pourrait lui avoir conféré un truc en lien avec la guerre. Pour Tristan, ça pourrait être sa race, les Néphilim, qui pourrait être liée à la peste ou l'épidémie. Le problème reste Govan. Pour elle, à part son obsession pour le pudding, je ne trouve pas du tout ce qui pourrait la lier à la famille. Peut-être est-ce son envie de savoir ce qu'elle est, pourquoi elle ne kiffe que les femmes, tout ça qui pourrait conduire à cela. Si vous avez d'autres suppositions là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je suis tout oui, ça m'intéresse de ouf bien évidemment. Pour vous parler en bref des niveaux de puissance des chevaliers chaotiques, et ben d'après moi, les chevaliers chaotiques complètement dorés ou de couleur or seraient plus faibles que les chevaliers de couleur spécifique comme Ironside ou Pelgard. Les 4 périls pourraient possiblement avoir un niveau de puissance presque équivalent à celui des Seven Deadly Sins, mais concernant le groupe de Mortlash serait possiblement le plus puissant de cette troupe. Déjà parce que c'est lui le dirigeant de cette équipe et aussi parce que sur son armure, nous avons des insignes en vert, nous montrant peut-être la différence avec tous les autres qui n'ont possiblement pas la même puissance que lui. Le cas Tomintoul est un cas à part. Je pourrais imaginer qu'il serait Nanashi mais en couverture. Voilà un peu pourquoi il porterait cette armure. Et donc lui concernant, cette armure ne reflète probablement pas sa véritable puissance. Peut-être même qu'Arthur ne sait pas réellement que c'est Nanashi. Et donc, lui, à la différence des autres, aurait possiblement une puissance équivalente à Mortlash, ce qui nous montrerait juste que Mortlash a un niveau de puissance non négligeable, même s'il a un nom de whisky. Et enfin, concernant les affrontements de l'arc, je ne crois plus trop que Tristan pourra affronter Tomintoul seul. Il sera d'après moi épaulé et étonnamment, d'après moi, celui qui pourrait épauler ce dernier n'est pas Lancelot, mais Perceval. Selon cette pensée, de ma part bien évidemment, Lancelot devra affronter seul Mortlash ou bien dans un autre cas, Tomintoul. Avec le niveau de puissance que ces deux-là ont, le combat serait d'après moi intéressant. Ça nous permettrait aussi de voir le niveau de puissance de Lancelot par rapport aux archanges comme Maël ou Ludociel. Aurait-il besoin d'utiliser sa magie pour les vaincre ou pas? Je kifferais énormément le fait qu'il utilise sa magie pour les vaincre bien évidemment. Et donc si vous avez compris mon point de vue, si par exemple Lancelot affronte Tomintoul, alors Tristan et Percy seront opposés à Mortlash et vice versa. Je ne pense plus trop à un affrontement entre Percy et Mortlash car je ne vois plus trop ce que ça apporterait d'avoir un affrontement comme tel. Car avec tout ce que Mortlash a pu nous montrer face à Percy, il ne connaît pas d'après moi des trucs importants en ce qui concerne la naissance de Percy. Et pour introduire Lancelot dans la bataille, c'est d'après moi une bonne idée d'avoir des affrontements comme ceux que je viens de vous citer. Mais Lancelot pourrait tout aussi, dans un autre contexte, épauler Tristan ou Perceval dans leur combat. Mais dans tous les cas, si Lancelot participe vraiment à cette bataille, alors j'imagine l'une de ces suppositions. Nous avons sur la marge, Bountival révèle la véritable identité choquante de Perceval lui-même et les êtres liés à eux. Que signifie donc l'esprit de vie qui apporte la vie et la mort au monde? Le prochain chapitre a pour titre ou encore en français Esprit de vie.
Non, en fait, cette traduction est juste une connerie faite par moi. Je ne connais pas réellement la signification de ces mots en langage humain. Mais si nous essayons de voir le premier mot, le je sais pas si j'ai bien prononcé, on peut dire que ça pourrait être vie et donc ça pourrait être esprit. Cette langue sont des articles bien évidemment et donc ça donnerait en français esprit vie ou plus simplement esprit de vie ou encore esprit de la vie. Et donc en prenant en compte cette traduction de ma part, lorsque Bounty va le créer à Percy, selon cette traduction de ma part bien évidemment, il essayait donc d'appeler Percy. Mais bon, au vu de ce titre, le prochain chapitre pourrait encore nous donner plus d'infos concernant Perceval. Je l'espère fortement. Et aussi, il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine, mais si tout va bien, vous pourrez enfin avoir la vidéo sur les races et une autre vidéo que j'aurai fini de monter d'ici là. J'espère pouvoir vous retrouver au rendez-vous bien évidemment. Mais globalement, le chapitre 116 des 4 chevaliers de l'Apocalypse se nommant le garçon de la prophétie était l'un des meilleurs chapitres du manga Fortnite of the Apocalypse. Nous prouvons que Govan et les pseudo-chevaliers noirs ont vraiment été capturés par les chevaliers chaotiques. Il y a aussi la présence de Tomintoul qui pourrait être égale à ceux des archanges. Mais lesquels? Maël et Ludociel ou Darmiel et Sarmiel. Nous avons aussi un énorme développement du côté de la relation entre Govan et ses compagnons. La véritable forme du Béhémoth révélée et enfin la véritable identité de Percy révélée au grand jour. Un fragment de l'esprit de la vie, capable de manipuler la vie et la mort. Voilà ce qu'est Perceval, le chevalier innocent des 4 chevaliers prophétiques. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, car ce fut un réel plaisir pour moi de vous la faire. Pour le soutien, likez, partagez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions et autres, il y a les commentaires pour bien sûr les poser bien évidemment. Il y a aussi mes différents réseaux sociaux en description, n'hésitez pas à les checker. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo. Mais surtout, bonne continuation.